parties du pays, ceci afin d'anticiper les problèmes à venir. Lors du crash d'Aztec au Nouveau-Mexique, nous avions une équipe juste à côté, de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Ils ont pu observer l'approche de cet objet, visiblement hors de contrôle. Il y a eu des hélicoptères sur le lieu du crash moins d'une heure après l'écrasement. Les hélicoptères tournaient autour du site. Des gens d'une équipe spéciale habillés en bleu foncé se préparaient à prendre le contrôle des lieux. Ils avaient un uniforme bleu sans marque que je connaisse, ainsi qu'un béret bleu. Ils ont pris en charge le secteur et ont fait partir toutes les autres autorités policières. Ils ont alors transporté l'engin vers un endroit secret. Nous pensons qu'il y a des résidus de ce crash dans un laboratoire près d'ici, ainsi qu'à Los Alamos et à la base 51 au nord du Nevada, et peut-être à d'autres endroits. Ces équipes ont donc transporté les débris et ils ont pris le contrôle du crash d'Aztec en très peu de temps et ont pu maintenir le secret. Il y a plusieurs arguments en ce qui concerne les personnes pour qui ils travaillent. Mais les membres clés du gouvernement sont également souvent membres du MJ-12. Plusieurs officiers étaient membres du MJ-12 et peut-être encore maintenant. Ce comité est chargé de contrôler le plus grand secret que ce pays ait. Ce secret est tel qu'aucun élu ou officiel n'a le droit de le connaître car il pourrait partir avec ce secret. Donc, un officier ou un officiel du gouvernement doit avoir un besoin très spécifique pour avoir accès à ces informations. Et généralement, il est englobé dans le groupe ou la société, ainsi, il ne divulguera rien. Nous avons déjà parlé de censure, mais il est peut-être bon d'aller plus avant dans ce domaine controversé, mais malheureusement sournois et bel et bien réel. Et ce qu'on a noté, c'est que le grand public est tellement conditionné par 40 ans de mensonges que il prend tout cela à la rigolade. La presse sérieuse ne parle des ovnis que pour rigoler, tandis que les tabloïds, ils font une censure à l'inverse. Ils exagèrent tout, ils en rajoutent, on exagère et réduit à l'absurdité de cette façon-là. Et c'est très instructif que, par exemple, les tabloïds, le National Enquirer, le propriétaire, c'est en effet un ancien du CIA. Les médias ne sont pas les seules victimes. Il y a aussi des personnes, et vraiment victimes. Par exemple, tout d'abord, on a nié l'existence du MJ-12, c'était facile, ça rendait service aux canailles de la science et aux canailles des médias qui sévissent de par le monde, mais il y a quand même des documents. Par exemple, cette lettre du président Truman adressée à James Forrestal, alors secrétaire à la Défense aux États-Unis. C'était le 24 septembre 1947. Il lui parle du MJ-12. Vous êtes par la présente autorisé à procéder avec toute la vitesse et la précaution nécessaire à votre enquête. Ce sujet devra être référé exclusivement comme Opération Majestic 12. James Forrestal a exigé du président Truman de révéler la vérité au Sénat. On l'a convaincu qu'il était souffrant, déprimé, et qu'il était nécessaire de le garder quelques jours à l'hôpital Bethesda de la Navy, d'un grand hôpital au nord-ouest de Washington. Et là, 3 agents de la CIA l'ont étranglé, ont attaché un drap autour de son cou, on l'a défenestré, et malheureusement, le drap a cassé. Et ça fait mauvais effet, ça fait désordre, c'est ainsi qu'on a appris qu'il s'agissait d'un assassinat. D'autres cas sont connus, peut-être moins définitifs. Celui, par exemple, de Paul Bennewitz. Dr Paul Bennewitz, qui est un industriel. Oh, c'est pas la maison Ford,
c'est pas Chrysler, etc. C'est un petit industriel du Nouveau-Mexique qui, un jour, sur son ordinateur, a capté un dialogue entre Kirtland Air Force Base, c'est la base de l'Air Force, qui est mitoyenne de l'aéroport d'Albuquerque, l'aéroport civil, et une autre source qu'il pense avoir identifiée, en celle de Dulce, la fameuse base. Alors il a été sidéré de comprendre que cette base IBI, extraterrestre, communiquait avec une base de l'Air Force. Et il a dit, je vais me mettre dans le circuit. Et Kirtland lui a dit, oui, c'est peut-être intéressant, on va se voir. Et là a commencé une abominable intoxication qui a diminué Bennewitz. Bien, on a la confession de Bill Moore au congrès du MUFON en 1989 à Las Vegas, où Bill Moore s'est accusé, a fait des aveux en public devant 400-500 personnes. J'y étais, comme quoi il avait participé à un travail d'équipe pour déstabiliser, pour détruire l'équilibre affectif et émotionnel de Bennewitz. Et qu'il y avait de nombreux, par exemple, bris de domicile, qu'on s'appelle effraction. Il déplaçait des objets, il faisait des petits montages avec des personnages, mettons, déguisés dans sa rue. S'il appelait un membre de sa famille, le temps que la personne arrive, bien entendu, il n'y avait plus rien. Et n'importe quelle personne, même la plus solide, si on fait ça suffisamment longtemps, avec suffisamment de savoir-faire, et il y a du savoir-faire, la personne craque. Si on croit ce que dit Bill Moore, Richard Doty de l'US Air Force lui aurait ordonné de fournir à Paul Bennewitz de fausses informations. Cela afin de le mettre à mal. Il affirmait qu'il y avait des atterrissages d'OVNI au Nouveau-Mexique et ainsi de suite. La vérité sur tout cela, je ne la connais pas. Mais je sais qu'entre les années 80 et 90, il a été fourni en fausses informations par l'US Air Force sans la moindre raison. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais je dirais que sa santé mentale était plutôt précaire. L'un de nos reporters s'est rendu à Montréal en octobre 91 pour y rencontrer, le contact était d'accord, le rendez-vous était pris, pour y rencontrer un ésotériste, grand amateur d'étrangeté et d'OVNI, qui devait nous parler de ses recherches, etc. Et comme c'est le cas fréquent dans le problème de l'ufologie, il y a eu un incident de parcours, un incident de route. Il s'est rétracté, il nous a posé des lapins, et notre reporter n'a pas pu agir. En France aussi, il y a des preuves de pression, et je dis bien... Vous savez, ou ne savez pas, et il est important de vous l'expliquer, que les archives publiques sont régies par des lois sévères, à bon escient d'ailleurs. On ne peut pas les divulguer n'importe quand, il y a un rituel à respecter. Ce que vous ignorez, amis, c'est que sont classés archives publiques tous les rapports de gendarmerie concernant les témoins d'observation d'OVNI, d'atterrissage ou de rencontres du troisième type. Alors, dans le journal officiel du 5 janvier et dans le journal officiel du 12 décembre 1979, vous pouvez me le procurer pour quelques francs en photocopie. Il est précisé que si les archives publiques concernent une personne, bon, la divulgation ne peut être faite avant 50 ans. Mais imaginez un gendarme qui, pour des raisons personnelles, ne croit pas aux ovnis, est contre les ovnis, n'aime pas les ovnis, ni les ufologues, il va chercher la petite bête, parce qu'il connaît la loi, un gendarme connaît la loi. Alors il va demander au témoin, voilà, Madame Dupont, Monsieur Durand, vous dites avoir vu un engin, etc. Très bien, vous allez bien? Vous avez une bonne santé? Ah oui, absolument. La dame lui dit, ah, mon Dieu, j'ai fait une égratignure, j'ai encore au pied, mais tout va bien. Le gendarme note, Madame Dupont nous a déclaré ce jour souffrir d'une petite égratignure et de corps au pied. J'exagère. Mais ça, c'est une connotation de santé. Et la censure n'est pas de 50 ans. Elle est alors de 150 ans. Mais en France, la censure n'existe pas. On nous prend donc vraiment pour des crétins.
Notre groupe d'ufologues de pointe et d'extrême pointe, d'ufologues qui savent prendre des risques. Il y a Alain Rangis, qui est un jeune chercheur de CNRS, et Patrick Gambe, qui est un technicien de l'EDF. Ils ont eu à pâtir, tout comme moi d'ailleurs, de menaces, de harcèlement. Et Patrick Gambe va nous raconter ses propres problèmes. Oui, c'est suite on est rentré à l'IMSA, au conseil d'administration de l'IMSA, et ça a commencé le 7 septembre 1985. Alain venait de rentrer de congé.